Que nous réserve le monde en 2025? Quel grand bouleversement faut-il attendre du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Quelles en seront les conséquences pour l'Ukraine? Quelles évolutions sont prévisibles au Moyen-Orient? Nous en débattons tout de suite avec nos invités. On se retrouve après le générique. Dominique Moisy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Votre dernier livre, Le Triomphe des émotions, a été publié en 2024 aux éditions Robert Laffont et a remporté le prix Vauban. Isabelle Lasserre, vous êtes correspondante diplomatique du Figaro. Votre dernier livre, Macron, Poutine, les liaisons dangereuses, est paru en 2023 aux éditions de l'Observatoire. Nicolas Obarotte, bonsoir. Vous êtes le correspondant défense du Figaro. Alors, avant de commencer, on va démarrer tout de suite avec un extrait d'un discours de Donald Trump qui va nous rappeler un peu le passé et qui nous projette un peu dans ce qui nous attend à partir du 20 janvier lorsqu'il va revenir à la Maison-Blanche. I know Putin, I know President Xi, I know Kim Jong-un of North Korea, I know every one of them. And let me tell you, people will say, oh, this is terrible. He said, I'm not saying anything good or bad. They're at the top of their game. They're tough, they're smart. They're vicious, and they're going to protect their country, whether they love their country. They probably do. It's just a different form of love, but they're going to protect their country. But these are tough people at the top of their game. Dominique Moisy, est-ce qu'il faut attendre le retour d'un Donald Trump plus débridé que jamais et toujours aussi fasciné par les autocrates pour ce deuxième mandat? Probablement. La grande question est de savoir si l'idéologie ultra-conservatrice qui l'anime va l'emporter sur le tempérament transactionnel qui est le sien. Et je crois que personne aujourd'hui ne saurait répondre clairement à cette question. Quel sera l'équilibre qu'il va trouver entre ces deux forces? Alors maintenant, et j'en conclurai par là, la grande question pour moi n'est pas tant ce que va faire l'Amérique sous Trump, mais ce qu'elle va devenir. Ce ne sont pas tellement ses performances que la transformation de son essence. Il dit déjà dans cet extrait que vous avez mentionné que les personnes qu'il mentionne, Xi Jinping, Poutine, Kim Il-sung, sont au sommet de leur art, sont des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Donc ils se situent clairement en opposition totale, non seulement avec son prédécesseur Biden, mais plus encore avec Jimmy Carter, qui vient de mourir à 100 ans la semaine dernière, qui incarnait une vision complètement différente de l'Amérique. Au fond, Trump veut rendre l'Amérique great again, Carter voulait rendre le monde meilleur. C'est les deux opposés les plus grands qu'on puisse concevoir. Parfois, on a l'impression qu'il est plus fasciné par les dictateurs que par les alliés traditionnels de l'Amérique. Isabelle, ça inquiète beaucoup les Européens. Ils se sont préparés depuis des mois, depuis l'élection de Trump et même avant, à son retour. Qu'est-ce qui les inquiète le plus de ce retour à la Maison-Blanche? Alors je sais qu'il y a l'Ukraine, on en parlera dans une deuxième partie, mais plus généralement. Pour faire un parallèle avec ce que disait Dominique, je crois que le plus important, c'est pas forcément ce que va devenir, ce que va faire Donald Trump. Le plus important, c'est comment l'Europe va réussir à répondre aux choix de Donald Trump, qui pour l'instant sont difficilement prévisibles, parce qu'en fait, Donald Trump dit tout et son contraire. Il a aussi des contraintes, par exemple, il aura du mal à... Alors c'est vrai qu'il aime bien les dictateurs, c'est vrai qu'il est très transactionnel. En même temps, ce qui est important, c'est le candidat de la puissance. Il a été élu parce que c'était le candidat de la puissance, entre autres, et il ne pourra pas laisser
paraître un sentiment de faiblesse. Il pourra pas montrer. Ce sera terrible pour la réputation des États-Unis et aussi pour lui de montrer qu'il peut être faible envers un dictateur. Quand on a dit ça, ce qui inquiète vraiment les Européens, c'est deux choses. C'est d'abord ce que pourrait faire, enfin deux choses entre autres sur les questions de stratégie, c'est ce que pourrait faire Donald Trump avec l'OTAN. Est-ce qu'il va quitter l'OTAN? Il ne l'a pas fait pendant son premier mandat, mais là, il aura les mains beaucoup plus libres parce qu'il s'est entouré de gens qui lui ressemblent, qui sont totalement loyaux et qui partagent en partie la même idéologie que lui. Est-ce qu'il va abîmer l'OTAN ou est-ce qu'il va se contenter, en fait, d'élever le niveau d'exigence vis-à-vis des Européens? C'est-à-dire, par exemple, jusque-là, l'OTAN exigeait, donc les Américains ne cessaient de dire il faut partager le fardeau, il faut que tous les Européens dépensent 2% de leur budget aux questions de la défense, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il va probablement placer la barre plus haute et au lieu d'un partage de fardeau, il va probablement vouloir léguer le fardeau européen pour les crises qui sont dans l'entourage de l'Europe, c'est-à-dire en partie notamment l'Ukraine et le Moyen-Orient. Il se peut tout à fait qu'ils disent il faut plus 2%, il faut 3%, ce qui serait d'une... Ce que dit déjà Mark Rutte. Mais ce qui serait totalement logique. Et d'ailleurs, dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans, ce sera peut-être 4% du PIB, l'objectif. C'est totalement logique dans un monde qui se transforme complètement, avec toutes les puissances révisionnistes qui réarment, face à une Europe qui, elle, a vécu dans le monde des bisounours et qui s'est désarmée pendant très très longtemps et qui n'est plus en mesure, en fait, de se défendre sur la scène internationale. Donc c'est avant tout ça que, en fait, redoutent les Européens, c'est-à-dire d'être laissés à leur propre sort, avoir, en fait, le devoir de se défendre entièrement et de gérer leur grand étranger, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire avoir à gérer tout seul les crises à l'est de l'Europe et au Moyen-Orient. La deuxième partie, c'est une partie plus économique, c'est-à-dire que, en fait, Trump ne défend que ses intérêts, ne défendra que ses intérêts, d'ailleurs comme les Chinois ne défendent que leurs intérêts, comme les Russes ne défendent que leurs intérêts. Il n'y a que l'Europe qui a encore un peu une vision un peu généreuse de ce que devrait être la démocratie, une démocratie mondiale. C'est au niveau économique, c'est l'augmentation des droits de douane, etc. Donc il y a une... Alors, est-ce qu'ils s'y sont préparés? Oui et non, parce qu'il y a une espèce de tétanie quand même à l'idée du tremblement de terre trumpien, en fait, qui s'annonce le 20 janvier, qui sera d'ailleurs peut-être pas aussi catastrophique que ça. Trump va peut-être faire ses promesses ne seront peut-être qu'à moitié tenues. Et là, c'est là qu'on va voir si les rangs de l'Europe vont être soudés, parce qu'il y a déjà des Européens qui sont tentés de se précipiter à Washington pour conclure des deals personnels avec Trump en disant von der Leyen par exemple au nom de l'Europe propose à Trump propose d'acheter plus de gaz aux Américains, etc. pour amadouer Trump. Il y aura sans doute cette tentation en Allemagne, en tout cas tant que le chancelier Scholz est là. Il faut voir ce que feront d'autres pays comme la France et le Royaume-Uni. Merci Isabelle. Nicolas, d'un point de vue défense, est-ce que les Européens sont prêts à prendre le relais d'une Amérique qui se désengagerait un peu du monde ou pas du tout Absolument pas. C'est que les Européens ont délégué leur sécurité aux Américains et à l'OTAN pendant des décennies. Ils ont sous-investi dans leur appareil de défense, avec l'exemple de l'Allemagne qui est le plus frappant, qui remonte à le freerider de l'Alliance, en se disant que les Américains, étant investis en Europe, assuraient leur défense. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité stratégique de Trump, parce qu'il regarde vers l'Asie. Autour de lui, beaucoup de gens disent l'enjeu majeur, c'est l'Indo-Pacifique, et donc l'Europe n'est plus une priorité. Et donc, à très court terme, les Européens sont confrontés à la nécessité de devoir
investir pour rattraper ce retard militaire. Donc, depuis le début de la guerre en Ukraine, on y reviendra, on a augmenté les budgets, mais il manque encore beaucoup de choses qui sont très structurantes. C'est pas seulement mettre des milliards et acheter des chars. Il faut avoir des satellites, il faut avoir des moyens de communication, il faut avoir des centres de commandement. Et tout ça, ce sont les Américains qui le fournissaient. Donc, même si les Européens donnent beaucoup d'argent, ce que certains ont commencé à faire, une majorité de pays de l'OTAN maintenant dépensent 2%, et on voit bien, comme l'a dit Isabelle, au prochain sommet de l'OTAN, il sera question de faire 2,5, voire 3% comme objectif. Mais ce n'est pas suffisant pour créer une défense, pour créer une armée. Il faut aussi d'autres moyens, des missiles, par exemple, de longue portée. Quelque chose que les Européens ont totalement abandonné, mais que les Américains pouvaient fournir. On a bien vu, l'Allemagne a accepté la proposition américaine d'installer des Tomahawk et des missiles de longue portée sur son sol pour se défendre contre la menace russe. Donc les Européens sont dans l'urgence. Ils ont encore un peu de temps devant eux parce que la Russie est une menace, mais pas une menace immédiate. Il y a quand même un peu de temps avant qu'on puisse être confronté à un réel danger. Mais ce temps maintenant doit être mis à profit par les Européens pour se réarmer, soit avec des deals avec les États-Unis, comme l'a dit Isabelle, pour acheter du matériel américain, soit au contraire pour construire, avec des fonds européens, soit pour construire un appareil de défense européen. Mais ça pose d'autres difficultés. Il faut une base industrielle, il faut une volonté commune, et ça se construit dans une Europe qui en manque de leadership. Parce qu'on a bien vu l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni sont des pays qui sont en difficulté aussi au sein de l'Union européenne et en dehors. Et donc, il faut se tourner vers d'autres pays comme la Pologne, voire même la Finlande, la Suède, qui ont des bonnes armées et qui sont aussi susceptibles d'être un peu des drivers, des leaders pour essayer de tirer les Européens pour construire une défense. Merci Nicolas. Dominique Moisy, Isabelle parlait de l'Asie et de la Chine, et on évoque toujours ce pivot. Trump va se retrouver avec une Chine plus puissante que celle qu'il a connue lors de son premier mandat. Si les Européens tardent à se réarmer, l'armée populaire de libération, elle, continue à investir massivement pour se développer. Est-ce que le grand choc des 4 années à venir, ce sera un choc États-Unis-Chine avec une guerre commerciale dans laquelle les Européens vont se retrouver pris avec l'obligation de choisir un camp ou l'autre finalement? Alors, je crois qu'il y a 2 choses. La première, c'est que la Chine est plus puissante militairement qu'elle ne l'était il y a 8 ans. Mais elle est plus faible économiquement qu'elle ne l'était il y a 8 ans. Les investissements massifs qu'elle continue d'effectuer dans le domaine de la sécurité sont plus difficiles pour elle qu'ils ne pouvaient l'être il y a 8 ans. Alors, est-ce que ce sera le conflit qui va dominer? C'est possible, ça n'est pas sûr. Je crois que si on prend un regard d'historien sur la période contemporaine, je crois le fait nouveau est le suivant. Au moment de la guerre froide, 1945, 1989, vous aviez 2 blocs. Le bloc des démocraties, qui était un bloc en faveur du statu quo, et le bloc derrière l'URSS, qui était dominé par le révisionnisme, la volonté de changer le monde tel qu'il était. Aujourd'hui, ce qui est nouveau avec Donald Trump, c'est que l'Amérique est passée dans le camp des puissances révisionnistes. Elle veut changer l'ordre existant. Elle veut abandonner les méthodes qui étaient les siennes, que Trump trouve dépassées, obsolètes, etc. Donc, d'une certaine manière, l'Amérique de Trump est tout aussi révisionniste que la Chine de Xi Jinping et la Russie de Poutine. Et ça, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait partager la même philosophie que ces dictatures, qu'un Xi Jinping ou qu'un Poutine, et le même mode de gouvernance? Bon, ça c'est le scénario catastrophe. Et je ne crois pas que ce soit possible, Dieu merci. Quand même, il reste des bouts en Amérique de ce que Tocqueville décrivait dans la démocratie en Amérique. Il y a des contre-pouvoirs. Mais en réalité, la vision révisionniste du monde,
qui anime Pékin et Moscou n'est pas si totalement opposée à celle de Washington sous Donald Trump. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question. Et il y a des points par lesquels, au fond, Trump s'entendra mieux avec la Chine. Il n'y a pas d'état d'âme éthique. Il n'y a pas de volonté de dire « je défends des valeurs ». Et il le dit très ouvertement. Moi, vous savez, j'imposerai les mêmes droits de douane au Canada, à l'Union européenne, qu'à la Chine ou d'autres. Je ne vais pas réfléchir à cela. Ce n'est pas parce que nous partageons soi-disant les mêmes valeurs que je vais vous faire des faveurs en matière de tarifs. Il y a une menace qui est peut-être plus inquiétante dans le domaine économique, industriel, avec des enjeux comme l'intelligence artificielle, où la Chine est un compétiteur plus agressif que l'Europe, oui, par exemple. Mais je dirais pour nous, Européens, le problème majeur, c'est d'être complètement, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, largué par une Amérique qui non seulement n'est plus ce que l'on connaissait, l'Amérique à laquelle nous étions habitués, mais qui est en fait animée par un dynamisme féroce porté par un intérêt national que ne vient modérer rien. Enfin, l'Amérique, je ne crois pas qu'elle sera isolationniste, mais elle sera certainement unilatéraliste. Je crois que quand Trump disait l'Amérique d'abord et qu'il ajoutait l'Amérique seule, c'est quelque chose que nous devons prendre totalement au sérieux. On voit qu'une arme dans cette stratégie qui s'est imposée pendant la campagne et depuis l'élection de Donald Trump, c'est Elon Musk. Isabelle, on voit un activisme d'Elon Musk qui soutient notamment en Europe un tas de dirigeants populistes ou même néo-nazis comme en Allemagne avant les élections. Est-ce que là, on a l'impression que c'est la double peine, hein, c'est le retour de Trump avec en plus le facteur Musk. Est-ce que c'est d'autant plus inquiétant pour les Européens ? Oui, alors ça ne va pas forcément durer tout le temps, hein, parce qu'il faut attendre peut-être que le 20 janvier, Donald Trump arrivera peut-être à canaliser Musk, qui est encore plus débridé que lui, et à le calmer un petit peu. Pour l'instant, on dit qu'il est tout le temps à Mar-a-Lago et qu'il a l'oreille de Trump. C'est que les Américains ont élu un président et ils en ont aujourd'hui deux. Un qui a été élu et un qui n'a pas été élu, qui s'appelle Musk et qui est beaucoup plus présent que le vice-président élu, lui, Vance. Donc c'est incroyable. Plusieurs réflexions. C'est vrai qu'il y a une idéologie qui, en fait, entre vraiment en comment dirais-je, qui vient rencontrer des idéologies en Europe. Donc il est assez logique que Elon Musk essaye de les chatouiller quand il soutient l'AfD, le parti d'extrême droite, en Allemagne. C'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Dominique, que Donald Trump et Elon Musk partagent en fait la même méfiance vis-à-vis d'une partie de certaines idées de la démocratie. Je veux dire, le 6 janvier au Capitole, c'est une remise en question des règles de droit quand on affirme que en fait, le président élu n'a pas été élu malgré toutes les preuves de son élection. Quand on dit, comme Donald Trump, que c'est pas grave, si le Canada n'arrive pas à payer les droits de douane, c'est pas grave, on va l'annexer. Alors évidemment, c'est pour rire, mais tout le monde ne dit pas ça pour rire. Du côté européen, quand même, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nous, les Européens, on n'arrive pas à produire des types comme Musk.
Alors là, parce que le Musk, c'est pas que les tentatives d'ingérence dans les élections européennes et dans les partis politiques européens, mais c'est aussi Tesla, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi... Pourquoi nous, on ne peut pas produire des gars qui essayent d'envoyer des Européens sur Mars, qui créent des réseaux sociaux qui pourraient concurrencer X? En fait, c'est comme ça qu'il faudrait pouvoir répondre à l'ingérence de Musk, qui, juste, c'est ma dernière phrase, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler que la principale source d'ingérence négative en Europe aujourd'hui, c'est encore la Russie, hein, c'est pas Elon Musk. Merci Isabelle. Nicolas, brièvement, en Allemagne, on a les deux. On a l'ingérence de Musk et l'ingérence russe. Quel sera l'impact sur les élections d'après vous, qui connaissez bien l'Allemagne? On voit bien que l'AfD, donc l'extrême allemande, est en progression en Allemagne depuis très longtemps. C'est un parti qui a émergé en 2012-2013 sur la crise européenne, mais qui a prospéré sur la crise migratoire et le rejet d'Angela Merkel. Et là, aujourd'hui, avec la faiblesse du gouvernement allemand sortant de la Scholz, c'est un parti qui, notamment en Allemagne de l'Est, engrange de très bons scores, voire est parfois premier aux élections locales. Et donc, il y a globalement un risque de... Comment on explique ça? C'est la guerre en Ukraine ou... C'est un mélange d'évolution européenne globale, de montée des populismes et des extrêmes, avec un ressentiment, un sentiment de déclassement dans les populations, notamment à l'est de l'Allemagne. Il y a la guerre en Ukraine qui suscite beaucoup d'inquiétudes en Allemagne, qui est un pays, à cause de son histoire, qui est marqué par le pacifisme, par la crainte de la guerre, et qui a un rapport à la Russie un peu compliqué. C'est un pays qui a connu beaucoup d'ingérence, hein, effectivement. Il y a eu beaucoup de cyberattaques régulièrement contre l'Allemagne. Et effectivement, on a vu dernièrement Elon Musk qui prend parti pour Alice Weidel, la leader de l'AfD, sans qu'on ne lui ait rien demandé. C'est qu'il a fait ce tweet de manière un peu gratuite, peu de temps après l'attentat à Magdebourg. Donc l'impact sur les élections, c'est difficile à mesurer. Ce qui est sûr, c'est que le poids de l'extrême droite rend l'Allemagne dure à gouverner. Parce qu'il n'y a pas de force majoritaire ou principale qui permet d'avoir un pied, que ce soit la CDU, les conservateurs ou SPD, sociodémocrates sortants, assez fort pour diriger. On a forcément une coalition fragile à 2, 3 partis. Et donc, même après les élections, même si l'AfD n'a pas un score très important, ce sera une Allemagne qui sera toujours affaiblie et pas en capacité de jouer un rôle moteur, donc ce qu'on dit depuis quelques minutes. Alors justement, vous parliez de l'AfD qui est un parti qui est quand même pro-russe, donc on voit que Elon Musk soutient un parti pro-russe. On va parler tout de suite de l'Ukraine, Dominique Moisy. Est-ce que il y a quand même des interrogations sur les intentions de Donald Trump lorsqu'il dit qu'il va faire la paix en une journée entre les Russes et les Ukrainiens. Est-ce que d'après vous, il peut se permettre de faire un mauvais deal, puisque ça fait partie de son raisonnement, il raisonne en bon deal ou en mauvais deal? Et c'est quoi un accord honorable pour les deux parties, d'après vous, en Ukraine? Non. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a la question du compromis territorial. Les territoires qui ont été conquis depuis 2014 par les Russes. Donc c'est au total 20% du territoire, c'est ça, si on compte 2014 et depuis 2022. Au sud et à l'est. Est-ce que aujourd'hui les Ukrainiens sont capables de les récupérer militairement? Et la réponse est non. Et je pense que c'est le fait nouveau, si j'ose dire, de l'année écoulée. Alors, à partir de cette situation sur le terrain et à partir de l'évolution géopolitique et en particulier de l'élection de Donald Trump, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est qu'est-ce qu'on donne aux Ukrainiens pour leur faire accepter ce compromis territorial? C'est-à-dire qu'ils ont perdu 20% de leur territoire. Parce qu'on ne va pas les aider à récupérer ces 20%. C'est déjà bien si on continue à les aider sérieusement pour éviter que les Russes n'aillent plus loin.
Alors sur les intentions des Russes, on va regarder tout de suite un extrait de Vladimir Poutine, justement. Насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный, он, мне кажется, найдет решение. Тем более после того, как он прошел такое, скажем, очень серьезное испытание, как борьба за возврат в Белый дом. On n'a pas l'impression qu'il... Pardon, je vous ai un peu interrompu. On n'a pas l'impression qu'il soit prêt à de grandes concessions. Non. Mais en fait, là, on retrouve le premier sujet, si j'ose dire. Ce que sera l'Amérique de Donald Trump. On pourrait dire aux Ukrainiens, vous allez, pour les 80% du territoire que vous contrôlez toujours, devenir par étapes des Européens, des Occidentaux. Vous n'avez pas l'évolution à la biélorusse qui est devant vous, vous avez l'évolution à la polonaise. Vous allez devenir membre, peut-être pas officiellement de l'OTAN, peut-être pas très vite de l'Union européenne, mais vous serez parmi nous. Mais cet argument parmi nous, il perd de sa valeur si l'Amérique ne se soucie absolument plus de la cause démocratique, si Elon Musk invite les Européens à voter pour des partis d'extrême droite. Vous avez à l'angle de la rue de Rivoli et de la place de la Concorde une plaque très symbolique qui figure sur un bâtiment. Dans ce bâtiment a été signé le plan Marshall. En 1947, l'Amérique disait aux Européens « Je vais vous sauver du communisme. Mon aide éclairée et généreuse va faire en sorte que vous restiez dans le camp de la démocratie qui est le nôtre. » Ce n'est visiblement pas le propos d'Elon Musk. Donc comment concilier des pressions sur l'Ukraine en disant « il faut que vous acceptiez un compromis » et le discours de Elon Musk, c'est difficile. Il n'y a plus aujourd'hui que les Polonais, les pays baltes et du Nord et la Grande-Bretagne, qui est un discours parfaitement clair à l'égard de l'Ukraine. Alors, Emmanuel Macron, lui, a essayé, à l'occasion des cérémonies de la rouverture de Notre-Dame, de peser un peu sur le cours des choses. Il a fait un coup en réunissant Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Est-ce que ça change quelque chose, Isabelle Lasserre? Est-ce qu'on sait que Zelensky essaie par tous les moyens d'établir des canaux avec Trump avant l'ouverture de négociations officielles? Est-ce qu'il a été rassuré d'une certaine façon sur les intentions de Trump? Ou est-ce qu'on voit que c'est le dernier des soucis de faire un deal juste? Alors, en fait, c'est une question super difficile parce qu'en fait, personne ne sait comment ça va se terminer. Ouais. Quand on parle aux dirigeants ukrainiens et aux responsables ukrainiens, ils sont beaucoup plus optimistes que nous. Non pas sur l'avenir des territoires occupés, mais sur, en fait, l'impossibilité de réaliser un deal en 24 heures comme le proposait Trump. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient beaucoup plus inquiets de Kamala Harris qui aurait représenté le statu quo de Joe Biden, mais en pire, et un statu quo qui finissait par leur être défavorable. Avec Trump, disent-ils, il y a au moins un espoir que ça change en fait, que la politique américaine change. Alors, il ne dit plus, Donald Trump, depuis qu'il a été élu, qu'il va résoudre le problème en 24 heures. C'est un argument de campagne électorale. Quand on regarde en fait les discours des uns et les autres, on s'aperçoit que les Européens sont d'accord pour avoir cette paix un peu tronquée. Les Ukrainiens en parlent, les Américains aussi. Mais le seul qui n'est pas d'accord, c'est qui? C'est Vladimir Poutine. Donc, en fait, c'est là que ça risque de coincer. C'est-à-dire que Poutine, qui considère qu'il est encore en position de force, a toujours en fait des objectifs maximalistes vis-à-vis de l'Ukraine, à la fois en termes de territoire, en termes de pouvoir politique à Kiev, c'est-à-dire qu'il refuse en fait d'avoir affaire à une Ukraine qui soit encore dirigée par Volodymyr Zelensky. Et tout le monde sait aujourd'hui
y compris Donald Trump, qu'un conflit gelé, ça veut dire pour Vladimir Poutine la prolongation de la guerre. C'est-à-dire que c'est un conflit qu'on peut réchauffer régulièrement. Il a toujours fait ça. Il a fait ça avec la Géorgie, il a fait ça avec la Transnistrie, il a fait ça avec l'Ukraine aussi, puisque la guerre ne date pas d'aujourd'hui, mais elle date de 2014. Et donc c'est un conflit qu'il peut réchauffer, faire repartir la guerre une fois qu'il aura rebâti en fait et renforcé son armée. Donc il est tout à fait possible que Vladimir Poutine ne fasse aucune concession à Donald Trump et que Donald Trump ne veuille pas se retrouver dans la position dans laquelle a été Joe Biden quand il a quitté l'Afghanistan. C'est-à-dire que c'est une tâche sur la politique étrangère américaine. Il a donné le pays, il a rendu le pays aux talibans. Combien de milliers de dollars, de millions de dollars ont été dépensés, combien de vies humaines d'Américains ont été perdues et d'années dépensées pour bloquer les talibans, pour tout ça à la fin rendre les clés des talibans. Enfin, elles avaient été rendues avant, mais c'est Joe Biden qui a formalisé le retrait totalement chaotique de l'Afghanistan. Donald Trump ne voudra sans doute pas apparaître aussi faible et s'agenouiller ainsi devant des puissances qui leur tendent des ultimatums. Donc je pense que l'histoire n'est pas encore écrite. Nicolas, Isabelle évoquait un conflit gelé. Est-ce que on avait la carte il y a quelques minutes sous les yeux, peut-être qu'on peut la remettre de l'Ukraine. Quelles ont été les dernières évolutions sur le front? Est-ce que c'est statique? Est-ce que c'est un conflit gelé, comme le disait Isabelle? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'avant l'ouverture des négociations, les uns et les autres essaient de marquer des points, notamment les Russes qui grignotent quand même des territoires C'est un conflit qui évolue très lentement, mais inexorablement. C'est que depuis plusieurs mois, les Russes prennent du terrain et à un rythme un peu supérieur en réalité. C'est qu'après l'échec de la contre-offensive des Ukrainiens, on a bien vu que la possibilité pour l'Ukraine de reconquérir ces territoires était évanouie. Il y a eu la crise des munitions aussi l'année dernière. Et depuis, la Russie, pas à pas, reprend du terrain, parfois par kilomètre, pour Dominique Moïsi disait, on a vu cette année que l'Ukraine ne peut pas gagner. Est-ce qu'on a vu que la Russie, elle, peut gagner la guerre ou pas? La Russie a plus de réserves. C'est qu'on voit bien qu'elle ne peut pas atteindre l'objectif initial qui est de renverser Kiev. Ça, c'est impossible. Mais démographiquement et économiquement, parce que Poutine a mis son pays en économie de guerre, il a un peu plus de réserves. Pas pour des années, mais il peut faire la guerre encore 1 an, 2 ans peut-être, s'il le voulait, avec un coût humain qui est phénoménal. Donc la question c'est, est-ce que ça a un intérêt stratégique? En fait, il y a un enjeu un peu symbolique qui est de reprendre le Donbass. Et on voit bien là qu'aujourd'hui, Poutine cherche à reprendre tous les bastions du Donbass pour dire j'ai reconquéri ces oblasts qui sont supposément russes. Ce qui est un argument pour discuter. Et après, pour regeler le conflit, effectivement, parce que derrière la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le basculement de l'Ukraine dans le camp européen. Et cette question-là n'est pas résolue pour Poutine. Il va continuer à vouloir empêcher l'évolution de l'Ukraine vers l'Europe. Et déjà, si des négociations s'ouvrent avec Trump au-dessus, il y a déjà un échec pour l'Ukraine, c'est l'adhésion à l'OTAN. Au dernier sommet de l'OTAN, les alliés ont dit qu'il y a un chemin qui est irréversible de l'Ukraine vers l'Alliance. On voit bien qu'aujourd'hui, ce mot n'est plus prononcé, c'est oublié, et ce ne sera pas le cas. Et donc l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance est impossible. Donc se pose la question ensuite des garanties de sécurité. Comment est-ce qu'on fait pour geler le conflit sur une ligne de 1000 km avec une Russie qui est potentiellement agressive et qui ne peut pas s'arrêter là? Il faut des moyens militaires. On en revient au début de la conversation. Si les Américains ne peuvent pas, parce qu'ils sont occupés ailleurs, mettre des moyens sur place pour garantir la sécurité, est-ce que les Européens le peuvent? Et là, à nouveau, la réponse est difficilement, ou pas pour l'instant. Dominique Moïsi, l'autre question, c'est est-ce que Donald Trump peut se permettre de perdre l'Ukraine dans sa compétition avec la Chine? Est-ce que si on laisse tomber l'Ukraine, c'est pas un signal géopolitique désastreux aussi, encore pire que celui donné par l'administration Biden avec le départ d'Afghanistan? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte pour l'Iran, pour la Corée du Nord, pour la Chine, de faire absolument ce qu'ils veulent à Taïwan ou ailleurs? Oui, il faut espérer que ce soit le raisonnement de Donald Trump. Mais pour servir de lien entre vos sujets ukrainiens
et Moyen-Orient. La Russie, la guerre en Ukraine lui a fait perdre un atout considérable au Moyen-Orient, c'est la Syrie. La victime collatérale principale de la guerre en Ukraine dans la région, c'est la Syrie de Bachar el-Assad. La Russie a montré qu'elle ne pouvait pas à la fois faire la guerre en Ukraine et maintenir par la force le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Ça montre quand même les limites de la puissance russe. Vous pensez qu'elle perdra ses bases à Tartous et Latakié? Elle essaie de négocier avec le nouveau pouvoir? Pour le moment, on n'en est pas là. Elle va tout faire pour garder ses bases. Et il se peut qu'elle y parvienne. Mais quand même, la Syrie n'est plus contrôlée pour partie par ces deux pays qui étaient l'Iran et la Russie. Alors, et donc c'est une révolution stratégique. Merci. On va regarder justement tout de suite un extrait du nouveau dirigeant syrien, Ahmad al-Shareh. نحن اليوم في إعادة تأسيس الدولة وليس إعادة يعني تسيير أمور الدولة كما كانت عليه في السابق. هناك كثير من الخراب في هذه الدولة في زمن نظام حكم سوريا لأكثر من 50 عام. وهناك نحن بحاجة إلى قوانين ناظمة تنظم العمل بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري في أن يكون بلد متقدم ومتطور وإلى آخره. Dominique Moisy, on voit dans ses propos, dans tous les propos tenus par le nouveau pouvoir syrien, ils essaient de rassurer pour faire lever les sanctions. Alors d'abord, la chute du régime sanguinaire de Bachar al-Assad, c'est une bonne nouvelle, mais d'abord, c'est une bonne nouvelle, et est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, d'être optimiste pour la Syrie? Alors, je crois que la chute du régime de Bachar el-Assad est une bonne nouvelle, point. Il ne faut pas émettre de réserve. Ce régime, le plus sanguinaire de la région, a tué par centaines de milliers ses propres citoyens dans des conditions épouvantables. Et je pense que sans se faire d'illusions, sans faire preuve d'irénisme ou de naïveté par rapport au pouvoir actuel, la Syrie n'est pas la Libye, la Syrie n'est pas l'Afghanistan. Il y a une tradition politique importante, il y avait des classes moyennes, et surtout, il y a, me semble-t-il, l'argument qu'utilisait le philosophe allemand Hans Magnus Enzensberger, qui disait, à un moment donné, quand le sang a trop coulé, cela assèche le sang. Je pense que la Syrie est un pays épuisé, qui ne veut pas se retrouver à nouveau dans une situation de guerre civile permanente. Et les premières déclarations du nouveau pouvoir qui m'ont paru le plus intéressantes ont été celles destinées à Israël. Nous ne sommes pas votre ennemi. Notre ennemi, c'est l'Iran. Il tenait des propos pour des islamistes qui étaient quand même surprenants, même si on a vu au moment de la prise du pouvoir par ces nouvelles forces que volontairement je ne qualifie pas, des slogans du type à Damas et puis ensuite à Jérusalem. Donc ça montre bien entendu qu'il demeure une ambiguïté. Mais je crois... Ils se définissent comme djihadistes eux-mêmes. Alors ils ont renoncé au djihad global, mais pas au djihad intérieur. C'est toute la question. Est-ce que le nouveau pouvoir est avant tout nationaliste, syrien, ou est-ce qu'il demeure internationaliste, islamique? Et on ne le saura qu'avec le temps. Il se peut que le pouvoir ne le sache pas lui-même au moment où nous nous exprimons aujourd'hui.
Isabelle, dans les premiers signaux, donc il y a eu la visite du ministre des Affaires étrangères français avec la ministre allemande Annalena Baerbock. Et le pouvoir a dit on a conscience que Idlib, où on régnait avant, et la Syrie, c'est pas la même chose. Et donc, on essaiera de pas faire le même type de pouvoir, puisque la Syrie est un pays beaucoup plus divers et complexe que ne l'était que la poche d'Idlib. Est-ce que ces premiers signaux sont rassurants? Et est-ce qu'on a une idée de ce qui se dit en coulisses? Est-ce que, finalement, il peut exister une forme de djihadisme modéré? On a vu que dans toutes les révolutions arabes précédentes, c'est quelque chose qui a échoué. C'est-à-dire que ceux qui avaient pris les islamistes qui étaient arrivés au pouvoir n'ont pas réussi à mettre en place ce pouvoir modéré. Est-ce que là, en Syrie, il y a un espoir que ça puisse être différent? Alors moi, comme j'ai quand même pas mal couvert les périodes chaotiques dans la région, je me méfie toujours des islamistes qui prennent le pouvoir, parce que à chaque fois j'ai constaté leur échec. Et j'étais à Kaboul quand les talibans ont quitté le pouvoir et que les premières femmes ont enlevé leur voile. Ça n'a pas duré longtemps, et un des premiers reportages que j'ai fait juste 15 jours après, c'était une femme qui avait reçu de l'acide sur le visage. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent, surtout qu'ils ont vraiment intérêt aujourd'hui, pour des raisons économiques, en tout cas au moins faire semblant de jouer le jeu de l'inclusivité. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour tous les pays de la région, dans cette période de restructuration totale du Moyen-Orient, avec aussi un possible apport de Trump. Son principal succès pendant son premier mandat en politique étrangère a été de réaliser les accords d'Abraham. Il a l'intention de recommencer Donald Trump, et il y a déjà des négociations pour remettre l'Arabie saoudite dans la course pour qu'elle rejoigne les accords d'Abraham. Cette idée, qui était assez bien engagée, avait été mise entre parenthèses par le 7 octobre, et surtout le 8 octobre, la réponse israélienne au massacre du Hamas. Elle est en train de ressurgir par une autre forme. C'est-à-dire que ce qui pourrait se passer, c'est que les États-Unis concluent un partenariat de défense et de sécurité avec l'Arabie saoudite, et qu'ensuite, ça rebondisse en fait avec Israël. Donc tout ça est en train de se jouer aujourd'hui, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un effet vertueux à la fin de tout ce chaos, de tout ce chambardement, des guerres d'Israël contre le Hamas et contre le Hezbollah, de la libération du peuple syrien, du pire bourreau quand même, d'un des pires bourreaux des temps modernes. Enfin, c'est complètement incroyable, avec l'affaiblissement extrêmement important de l'Iran. Il y aura encore quelque chose qu'il faudra aussi résoudre, et ça, la question n'est pas encore tranchée, c'est la question du nucléaire iranien, parce que les États-Unis hésitent entre deux solutions, soit essayer d'avoir un deal global bien meilleur que le précédent deal qui s'appelait le JCPOA avec l'Iran, et de bombarder les installations nucléaires iraniennes. Justement, à propos de l'Iran, Nicolas, est-ce que la perte de la Syrie pour l'Iran, c'est la fin de l'axe de la résistance? Et est-ce que pour compenser la disparition de cette stratégie d'utiliser des proxies pour mener ces guerres par procuration, l'Iran justement peut se remettre à développer le nucléaire pour avoir une nouvelle forme de dissuasion? C'est un coup sévère à la stratégie de l'Iran dans la région. Pourquoi? Parce que la Syrie, c'était stratégique pour avoir un accès, d'une part, à la Méditerranée pour l'Iran, et aussi pour pouvoir approvisionner le Hezbollah au Liban. Si les Iraniens ne peuvent plus transiter par là, ça affaiblit mécaniquement sa milice, le Hezbollah, et ça affaiblit sa position, alors que déjà, c'est compliqué économiquement pour l'Iran, et aussi parce que la riposte israélienne au bombardement a été très sévère. C'est que la capacité d'Israël à mener un raid en Iran a été démontré. Donc le jour où les Israéliens, avec l'accord des Américains, décident de bombarder les installations critiques iraniennes, ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'ils pourront atteindre leur objectif, mais en tout cas, ils peuvent percer les défenses. Donc ça pose un vrai souci global, stratégique pour les Iraniens. Après, ça étant dit, il y a encore d'autres relais. C'est que les Houthis
au Yémen sont toujours présents et font toujours peser une menace sur la mer Rouge. Donc les relais des Iraniens sont toujours là. Et par ailleurs, leur programme nucléaire est très avancé. Et donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui de le stopper par une manœuvre militaire. Purement militaire, c'est que tout ce qui est installation est profondément enterré, dispersé, donc on ne pourra pas bombarder facilement le programme iranien et considérer que c'est terminé. Il faut trouver une autre solution pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, parce que ça aurait évidemment une conséquence très grave sur l'ensemble de la région, de déstabilisation pour l'Arabie Saoudite, pour Israël et pour tous les acteurs. Et il faut aussi ajouter, ce qu'on n'a pas dit un mot, sur la Syrie, il y a aussi la Turquie qui joue un rôle important et qui a un rôle de déstabilisation, de soutien d'HTC, mais qui veut aussi créer des zones tampons à sa frontière pour affaiblir les Kurdes. Les Kurdes. Donc c'est une zone où se joue beaucoup de puissance. Il y a les Russes, on en a parlé, il y a les Iraniens, il y a les Turcs, il y a les Israéliens qui ont aussi renforcé leur position, et les Américains qui ont encore des militaires dans la région. Donc tout ça fait une poudrière assez complexe à manœuvrer. Dominique Moisy, l'effet Trump là-dessus, c'est en effet, comme le disait Isabelle, peut-être d'intégrer l'Arabie Saoudite, les convaincre d'entrer dans les accords d'Abraham, mais ça paraît compliqué avec la question de Gaza, la question palestinienne, et les grands perdants du retour de Trump risquent d'être les Palestiniens, d'une certaine façon. Puisqu'on voit qu'il aura tendance à pousser Netanyahou à aller jusqu'au bout, à régler sa guerre comme il le veut. Et ensuite, comment l'Arabie Saoudite peut-elle entrer dans les accords d'Abraham si on met une croix sur la question palestinienne ? Mais là encore, nous devons, de manière objective, montrer qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a deux scénarios possibles. Il y a le scénario Trump qui répète « je suis le meilleur ami d'Israël ». Et qui se tourne. Il a déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà, et les accords d'Abraham. Et qui dit au Hamas, je veux mes otages libérés avant mon investiture, sinon ce sera l'enfer. Et il ne précise pas ce que cela sera. Et puis à l'inverse, il y a le Trump qui dit, mais au fond, Israël, il commence à m'ennuyer. Les intérêts que je poursuis sont les intérêts de l'Amérique. Et si ce que fait Israël est contraire aux intérêts de l'Amérique, eh bien, je n'hésiterai pas à tordre le bras à Netanyahou, parce que moi, je n'ai pas d'état d'âme. Point. Et donc, on retrouve le même dilemme. Que sera réellement, une fois président, Donald Trump ? Et ça joue pour l'Europe, pour le Moyen-Orient, pour l'Ukraine, pour la Chine. Et donc c'est la plus grande interrogation à laquelle on est dû faire face, je dirais peut-être depuis 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que en fait, quand Trump dit qu'il veut faire la paix au Moyen-Orient et la paix en Ukraine, c'est pas par altruisme, par sympathie ou par générosité. C'est juste parce que, en fait, il ne veut pas que les États-Unis aient à gérer ces crises. Donc, quand il veut faire la paix, c'est pour, en fait, déléguer les questions, que ce soit à peu près gérable et qu'ensuite ce soit l'Europe qui gère en fait le chaos qui serait devenu un chaos relatif ou beaucoup atténué. Donc c'est juste ça qui l'intéresse. En fait, il veut se débarrasser des dossiers, Donald Trump. Les moyens justifiant la fin, pour lui, après, peu importe la forme que ça prendra. Ils sont sur la question des Palestiniens, elle est très intéressante parce qu'ils sont en train justement de décider d'une formule qui pourrait convaincre, qui pourrait mettre d'accord tout le monde. Je dis pas que ça se fera, mais c'est des choses qui sont en train d'être discutées en ce moment. C'est que l'Arabie Saoudite avait dit pas de rapprochement avec Israël tant qu'il n'y a pas la création d'un État palestinien. Maintenant, les formules qui sont décidées, y compris, qui sont discutées, y compris avec l'Arabie Saoudite, c'est un objectif de création d'un État palestinien à terme. Donc, et ça pourrait contenter Israël et l'Arabie Saoudite. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et tout est en train de changer. Donc, c'est super compliqué de prévoir l'avenir, mais même l'avenir le mois prochain, en fait. Non, ce que je crois, qui me paraît essentiel, c'est que sur cette question, il y a une part de continuité entre Barack Obama et Donald Trump.
Donald Trump 2025. C'est l'idée que... bon, la parenthèse Kouchner là, du gendre est terminée. Il était quand même très pro-israélien, vous pensez? Non, c'est l'idée que l'Amérique n'a d'autre priorité qu'elle-même. Et si elle a une priorité sur le plan international, c'est la Chine. Et donc, l'Ukraine et le Moyen-Orient, ce sont des distractions potentiellement coûteuses. Et donc, Barack Obama disait, pour s'occuper pleinement de la Chine, je veux 2 piliers de sécurité dans la région. L'Arabie Saoudite d'un côté, Israël de l'autre. À eux de s'entendre pour m'éviter d'être en première ligne. Donald Trump n'est pas si loin de cette philosophie, même si elle se situe dans un contexte personnel très différent. Isabelle? Non, mais je suis totalement d'accord avec cette vision. Mais encore une fois, dans tout ce qu'on peut dérouler, en fait, la grosse question, ça va être la place de l'Iran, en fait. Comment ressortira l'Iran de tout ce chamboulement du Moyen-Orient et comment va être résolue la question du nucléaire iranien. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, on n'en parle pas, mais c'est un petit peu ce qui motive beaucoup d'analyses dans la région. Non, juste un mot. Ce qui est frappant, c'est que le grand vainqueur du 11 septembre, c'est l'Iran. Le grand perdant du 7 octobre, c'est l'Iran. Et je crois que c'est comme ça que l'on peut, me semble-t-il, aller à l'essentiel. La guerre en Irak, qui est le produit du 11 septembre, n'a qu'un vainqueur, l'Iran. L'attaque palestinienne du Hamas le 7 octobre n'a fait qu'un vrai vaincu au-delà, tragiquement, des populations palestiniennes, c'est l'Iran. Parce que c'est sa première ligne de défense qui était le Gaza à Hamas, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et maintenant le régime de Bachar el-Assad en Syrie se sont effondrés les unes après les autres. C'est pour ça que l'Iran aujourd'hui n'a plus de dissuasion et pourrait être tenté de récréer une en franchissant le pas du nucléaire. Et alors, l'un ou l'autre pour conclure, Trump avait déchiré l'accord nucléaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de négociations possibles sur le nucléaire, qu'il aidera Israël à bombarder le nucléaire iranien, les installations? Pour conclure, Dominique Moïsi. Je pense que la tentation est grande et le risque est énorme, avec l'idée que jamais le régime iranien n'a été sans doute plus affaibli. Est-ce qu'une attaque directe contre le régime risque de ressouder les Iraniens qui détestent les mollahs mais se sentent quand même fidèles à l'Iran? Merci beaucoup Dominique Moïsi, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi ce premier club international de l'année 2025 et la semaine prochaine vous retrouvez Philippe Gély.